notification qui débarque. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on s'est organisé pour en parler avec des profs, pas du tout, non, avec d'autres pros qui étaient que j'avais connus, parce qu'il y en a une en particulier que j'avais connue et qui m'avait expliqué les choses. Ensuite, j'en ai parlé à d'autres pros qui étaient de ce côté-là. Puis, j'ai fait ma formation frein avec Caroline Deville donc, et Delphine Meuric. Et du coup, là, j'ai appris d'autres choses qui m'ont effectivement confirmé qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je voyais bien que j'avais toujours mal aux dents. Moins, oui, ma bouche était beaucoup plus libérée, mais j'avais toujours plein de tension dans la bouche. Je pouvais pas complètement l'ouvrir, ça commençait ça tirait, etc. Ma déglutition était toujours primaire. Alors ça, c'est très important de le savoir. Il y a une façon d'avaler, et moi j'avais toujours celle des bébés, ce qui arrive très souvent. Voilà, quand on a un problème OMF, donc oromyofacial, c'est que la déglutition n'est pas optimale. Voilà, ce que je ne savais pas. Il y avait le fait aussi que du coup je faisais beaucoup de bruxisme, et c'est ça en partie qui faisait beaucoup de douleur. Donc le bruxisme, c'est quoi? C'est, voilà, vous faites comme ça ou comme ça. En fait, soit vous grincez les dents, soit vraiment vous serrez les dents. Donc effectivement, vous allez serrer toute la mâchoire et créer des grosses tensions, ce qui du coup crée des douleurs. Le stress peut l'augmenter, la fatigue, tout ça, enfin bref, voilà. Donc c'était une horreur. Et mais moi, je me commençais au bout d'un moment à me dire, il y a un problème qui se passe, je sens que ça n'a pas été coupé complètement, ou voilà. Et puis il y en a certains qui vont vous dire, ouais, non, mais de toute manière, généralement pour les adultes, ça se coupe en 2 fois et tout ça. Non. Non, en fait, quand vous tombez sur le bon ORL ou dentiste, etc., qui s'y connaît bien et qui vous le fait correctement, normalement, il n'y a pas besoin de faire 56 coupes. Voilà. On se le rappelle, ça c'est un petit rappel pour ceux qui s'y connaissent et même pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Le frein, il a une partie visible et il a une partie qui peut aller jusqu'au bout, en fait, derrière. Parce que la langue, la langue ne fait pas 3 mm. Hein. La langue, elle est jusqu'au bout. Donc, vous pouvez avoir ce qu'on a des postérieurs. D'ailleurs, vous pouvez avoir un intérieur et postérieur. Ou le même frein, en fait, eh ben, il va tout au fond. Par preuve, moi, je vous montrerai des photos si vous voulez. C'est assez impressionnant parce que du coup, moi, j'avais un énorme trou. Et je confirme puisque ma déglutition n'a rien à voir. Donc du coup voilà, je me renseigne et tout ça, et tout le monde me confirme, me dit à tous les coups ça s'est transformé en postérieur parce que t'as pas fait de kiné derrière et tout, et à tous les coups en fait ça s'est rattraché mais encore pire, et déjà la coupe en elle-même n'était pas suffisante. Donc je commence à me renseigner et tout ça, et ben je reviens vers le docteur Rousselet parce que c'est le cabinet, je le connais, c'est plus facile pour moi en tant qu'autiste parce que j'ai beaucoup de mal à prendre les transports, etc. Donc j'y suis allée en taxi, hein, j'ai pas pu faire autrement. Et du coup j'y vais, et en fait il regarde ma bouche et il me fait effectivement là clairement il y a quelque chose à faire. Entre temps j'avais été confirmée par mon ostéo qui me suit régulièrement, une nouvelle kiné aussi qui a commencé déjà à me montrer pas mal d'exercices, etc. En amont, et qui m'a fait des messages, etc., qui m'a expliqué comment ça fonctionne. Donc par exemple la notion du fait que tous les freins courts ne sont pas restrictifs, puisqu'en fait un frein même court peut s'allonger, voilà, il peut être, mais en fait c'est le court et rigide ou le long et rigide qui peut être embêtant. Voilà, il y a beaucoup plus de données en fait qu'on pense, voilà. Donc ça c'est très important de le savoir. Moi elle m'a tout expliqué, c'est génial en fait d'être pro là-dedans et d'avoir fait une formation parce qu'on vous explique encore plus de choses, vous comprenez plus de choses. Moi je ressens des choses et du coup je comprends un peu plus comment ça se passe la frénectomie par rapport aux enfants, et la différence, etc. Donc du coup je vais voir le docteur Housselet et il me coupe et il me dit effectivement il y a beaucoup de fibrine, donc en gros il y a beaucoup d'adhérence. Et donc effectivement ça n'avait pas été travaillé après, c'est dommage. Sachant que ça fait 38 ans que j'avais une corde complètement tirée, hein, voilà. Et du coup il me coupe, et pour la première fois je ressens exactement ce qu'on m'avait parlé de quelqu'un qui avait coupé. Je n'ai pas de tension, c'est à dire que ça ne fait pas mal du tout. Alors quand je fais ça, là ça tire un petit peu, ça j'en étais incapable. Normalement
normalement, ce que je dois faire, c'était ça. Ah. Là, déjà, ça va plus haut. Mais en gros, ça allait au milieu de la bouche, ça allait pas plus loin. Donc voilà, c'est très important de bien vérifier que les personnes sachent ce que c'est un frein postérieur. Pourquoi? Parce que ça se voit pas forcément, qu'il faut vraiment aller. Alors je vous montre, je peux pas parler en même temps. Ah, faut pousser avec les doigts pour vraiment voir en fait s'il n'y a pas une attache derrière. Parce que vous pouvez avoir une langue devant qui sort. Voilà. Mais en vrai, si vous regardez de profil, je peux pas faire plus loin. Et si je fais ça, ça tire de fou. Parce que c'est ça, il y a un truc derrière. Donc c'est très très important en fait, vraiment de pousser. Et si la personne vous dit, il n'y a rien, alors que vous avez des symptômes de douleur, de mâchoire tendue, etc., de bruxisme, etc., d'apnée du sommeil, etc., changez de médecin. Voyez quelqu'un d'autre, voilà. Sachant que dans la hotline, c'est juste, on essaye un petit peu de vous orienter justement sur les pros qu'on connaît et qu'on sait qu'ils sont efficaces. Des fois, bon, on les connaît pas tous, donc on vous envoie vers quelqu'un et puis vous nous donnez un retour et on vérifie. Mais voilà, c'est très important d'avoir le bon pro. Moi, j'ai eu une kiné, la première, en fait, ça s'est pas super bien passé. Et du coup, là, la deuxième a vraiment tout mis en place. Les exercices et tout ça, voilà, je dois faire plein d'exercices, donc je vous en montre quelques-uns là pour le fun, mais voilà, je dois bouger dans tous les sens. Mais là, je n'ai plus aucune tension, zéro, vraiment zéro. Alors évidemment, quand je tire comme ça va être super mal, c'est normal. Voilà, c'est parce que je dois tripoter pendant plusieurs mois, je dois travailler, j'ai plein d'exos à faire. Je vais aussi voir la kiné bientôt, revoir l'ostéo, etc. qui va travailler, qui va m'aider du coup à relâcher les tensions le plus possible pour que ma langue reprenne sa fonction. Parce qu'il faut savoir qu'en fait la langue, elle a été bloquée pendant 38 ans. Donc c'est une langue qui forcément a besoin, désolé mon fils a bougé la caméra. C'est une langue en fait qui ne sait pas qu'elle peut faire tout ce qu'elle peut faire. Ce qui est génial, c'est que moi je suis très curieuse, donc dès que... Alors, endormie, c'était génial, hein, parce que du coup je pouvais tout faire, donc j'étais là dans tous les sens. Là ça fait un peu plus mal quand je fais tout ça, voilà, hein, parce que maintenant voilà, donc bien prendre les médicaments anti-antalgiques qu'on vous donne après la frénectomie, c'est très important. Là je vous parle en tant qu'adulte, parce que les petits bouts généralement vous avez beaucoup moins de choses qui se sont installées vu qu'ils sont tout petits quand on leur coupe, ce qui fait que voilà, ce sera un petit peu différent. Donc là n'est pas la question, on vous fera une vidéo avec Eden qui est pro dans ça et peut-être une autre personne invitée, on verra. Mais là je vous parle vraiment de mon expérience. Pour la première fois, zéro tension dans la bouche. C'est en fait j'ai la sensation que j'ai normalement après kiné ou après ostéo quand ils vous ont soulagé. Mais ça dure 2-3 jours et après ça revient. Là pour tout vous dire, je n'ai même pas, même quand je suis stressée, etc., je n'ai pas le réflexe de, je ne ferme plus la bouche, je ne serre plus les dents du tout. Donc voilà, ça change tout. Ma déglutition a déjà commencé à changer du tout au tout. Et quand je vous dis que la langue, en fait, quand elle n'a pas pu faire son boulot au début, ça peut tout changer. Dites-vous que la première nuit, ma langue ne savait pas où se mettre. Donc moi, je ne savais pas comment déglutir. J'ai passé une nuit d'horreur. La nuit suivante, par contre, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Donc c'est pour ça que je rappelle que la fonction de la langue et la fonction de la bouche est importante. Parce que si ça fait beaucoup de temps, en fait, que votre bouche s'est adaptée finalement, parce qu'en fait, avec un frein restrictif, ou des problèmes OMF, ou un petit palais, ou peu importe, en fait, toute votre bouche va se développer de cette manière, depuis le début. Donc plus ça dure, et plus elle se développe pas forcément de la bonne façon, et vous allez compenser. Et forcément, bah là, il y a un truc peut-être qu'on n'en parle pas, c'est que par exemple, en fait, moi j'ai eu un gros comment dire, un gros relâchement, c'est-à-dire que le corps, et ben en fait, vous avez la corde, elle était là, et on a tout lâché. Donc t'as tout le corps, faut savoir que tout est lié, hein. Tout est lié votre corps, donc du coup, tout d'un coup, le corps il était là, oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Oh bah ça s'est lâché, ça s'est tendu, ça. Donc en fait, il essaie un peu de réorganiser tout ça, donc ça prend du temps, c'est normal. Donc il y a un peu une grosse
une grosse décompensation en fait du corps. Et ça c'est important à savoir parce que ça peut surprendre. Moi ça m'a surprise. Voilà, ça, je me sens un peu plus apaisée aussi. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, normalement, vous devez avoir une complète libération. Et après, effectivement, il va y avoir du travail à faire derrière pour que vraiment ça reste et réapprendre à bouger sa langue. Je fais un petit rappel quand même. La langue, elle permet de désensibiliser, c'est-à-dire de passer un peu partout, en fait, dans la bouche pour qu'en fait, toutes les parties soient, en fait, entre guillemets, en action, j'ai envie de dire. Donc, ça évite les troubles de l'oralité, sachant que moi, j'en ai plein. Bon, je suis aussi autiste et DDA, donc voilà, il y a un peu de tout, hein. Mais il y a des textures, etc., qui vont être différentes, qui vont pouvoir être gérées différentes. Là, avaler sa salive, aller chez le dentiste quand vous ne pouvez pas ouvrir la bouche, c'est une horreur. Et après, en fait, j'ai tendance à... Quand vous êtes comme ça, vous avez tendance à encore plus... Tout le monde dit « Ah, mais c'est comme tout le monde ». Non, non, non. Vraiment, quand vous avez un problème de déglutition, je pense surtout que quand les gens disent « Ouais, mais c'est tout le monde », c'est parce qu'en fait, on est beaucoup à avoir une mauvaise déglutition. Et du coup, en fait, on s'étouffe à moitié avec notre salive s'ils aspirent pas à la seconde. Et voilà, ils sont pas magiciens non plus. Donc, le dentiste est devenu beaucoup moins flippant d'un coup parce qu'en fait, je savais pas que j'avais mal quand j'ouvrais la bouche, en fait. Voilà. Donc, maintenant, faire ça, pas mal du tout. Voilà, j'ai vraiment pas... Alors, pour ceux qui me connaissent, je sais pas si mon visage a changé. Il paraît que normalement, ça change. Moi, j'ai pas encore vu la différence. Mais par contre, on a vérifié avec mon ostéo, elle voit bien, elle a même touché, etc. Donc ici, et elle a vérifié, effectivement, elle m'a dit ouais, tu dis pas de la même façon et tout. Donc c'était vraiment très intéressant. Et petit à petit des exercices, on voit qu'on peut faire plus de choses avec sa langue. Donc c'est vraiment, voilà, moi qui est curieuse et tout, qui a fait la formation, donc du coup je le découvre et je vis le truc. Donc c'est génial parce que je vais pouvoir encore mieux accompagner les mamans parce que je l'ai vécu et je sais ce que ça fait dans la bouche. Donc du coup c'est génial. Je fais les liens et tout parce que vu le trou qu'il y avait, clairement mon frein il allait bien jusqu'au bout. C'est pour ça que couper juste devant, c'est pas suffisant sur certains bébés. Il faut vraiment tout un travail. Et en fait, sans le travail en amont, on n'aurait d'ailleurs pas pu couper. Mais il y a différentes versions. Par exemple, moi, ma kiné m'a dit, je peux travailler, mais dans votre cas, il est tellement postérieur, il est tellement tiré derrière, que je ne peux pas faire un travail efficace tant qu'on n'a pas coupé. Donc là, dans mon cas, il fallait couper, par exemple. Dans certains cas, il va falloir beaucoup travailler avant de couper. Et il faut savoir que dans certains cas, il n'y aura pas besoin de couper parce qu'en fait, là, mon fils, par exemple, on a déjà coupé quand il avait 3 mois. Et là, elle a regardé et potentiellement, on va juste besoin de rééduquer la langue et de montrer à la langue que, oh, elle peut monter. Parce que, par exemple, je vous montre, voilà, si je le fais sans préparation, je vais faire ça. Ah, 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 j'ai du mal, ça fait mal. Par contre, je vais vous montrer la version dont je fais. Donc, je ferme la bouche, je mets au plafond et après, j'ouvre tout doucement. Alors, j'ai un peu du mal avec le tout doucement. Voilà. Ah, 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 ah. Ça, j'en étais incapable à faire. C'était pas possible. Voilà. Et comme beaucoup de dentistes ne sont pas au courant et ne sont pas formés, j'ai même des dentistes à l'époque qui m'ont fait faire des exercices en disant qu'il fallait que je m'entraîne à faire certains exercices. Et quand j'ai vu derrière des pros, ils m'ont dit, mais en fait, tu ne pouvais pas faire ces exercices, ce n'était pas possible. Ta bouche n'était pas prête. Un truc très très important que m'a appris la kiné et que j'ai fait avec elle, c'est que les exercices ne sont pas universels. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des exercices que tout le monde peut faire. Mais en fait, elle, ce qu'elle fait et ce que devrait tout faire tout pro, c'est qu'en fait, on vérifie que les exercices qu'on fait sont adaptés à nous. Par exemple, moi, il y a certains exercices, j'étais un petit peu trop vive et du coup, je me faisais mal. Le but n'est pas d'avoir mal puisque le but est de détendre. Donc, elle a adapté les exercices et elle m'en a montré d'autres qui étaient plus faciles à faire et qui n'engendraient pas trop de douleur. Voilà. Et par exemple, au niveau dans la journée, eh ben, le nombre d'exercices, c'est en fonction aussi de ce que je peux faire. Si j'ai trop mal, ça sert à rien de les faire. Voilà. Je vais en faire quelques-uns et puis arrêter. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment... Et c'est comme pour les bébés, on adapte. Voilà. Moi, je peux... donc du coup, je fais ça. Ah. Au niveau des adhérences, c'est comme pour les adhérences partout. En fait, il faut les tripoter pour vraiment que ça se détende.
Et sur des bébés, par exemple, le diamant qui est au milieu, vous n'allez pas pouvoir le toucher parfois. Vous allez devoir se faire sur les côtés. Et des fois, même sur les côtés, il n'est pas d'accord. Donc, vous allez faire d'autres exercices différents. Et ça, c'est ce qu'on ne nous dit pas assez, en fait. C'est que tout est adapté en fonction de la personne, que ce soit un bébé, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte. Il faut adapter parce que le but n'est pas d'avoir mal et parce qu'on ne fera pas, en fait, derrière. Et le but, vraiment, c'est, voilà. Et la préparation, peu importe l'âge, est très importante puisque déjà, ça va assouplir et ça va aider le travail de la personne et ça va pouvoir vraiment affiner les choses et pouvoir couper correctement s'il y a à couper. Et en fait, ça a aussi préparé l'enfant à désensibiliser. Parce que du coup, si vous ne le faites pas, bah, une fois la coupe, en fait, votre bébé va potentiellement ne plus vouloir qu'on lui touche la bouche. Voilà. Et du coup, et pareil pour des adultes, hein, si ça fait trop mal, on va pas le faire, hein, les exercices. Et résultat, eh ben, sans exercice, ça peut se raccrocher et ça peut être encore pire. Voilà, moi je connais quelqu'un, elle a vu 3 pros différents, ben là elle va devoir recouper parce que les 2 premières n'étaient pas suffisamment bien faites et qu'il n'y a pas eu de vrai suivi derrière. Donc c'est très très important. Tous ceux qui vont dire ah ouais mais la coupe c'est pourri, non, c'est tout, c'est parce qu'en fait la préparation n'a pas été faite correctement et on l'a pas fait en fonction du bébé. Et tranquillement et doucement et s'arrêter quand le bébé s'énervait ou pas bien, faire un câlin et tout ça, ça c'est très très important. Mais vous inquiétez pas, on va vous faire un truc sympa pour la formation pro et pour le guide bientôt. Et on va vous en parler, donc du coup avec des professionnels de ça. Parce que moi je vous aide, je vous guide et je vous oriente, mais je ne suis pas pro de santé, ni ORL ou quoi que ce soit. Voilà. Mais c'est vrai que de le vivre c'est génial parce que ça m'apporte vraiment quelque chose de plus. Et franchement, pouvoir bouger la bouche comme ça, sans avoir aucune douleur, c'est génial. Pouvoir avaler différemment pour mon gag réflexe, j'avais remarqué qu'avec les médicaments c'était très compliqué d'en avaler, surtout les gros, et bah depuis je le sens, rien à voir, j'ai beaucoup moins de gag réflexe, je réagis beaucoup moins, donc il y a peut-être des nouvelles textures qui vont être différentes, qui vont peut-être être plus gérables, parce que voilà, les textures, etc., c'est important de savoir que quand on désensibilise pas assez la bouche en fait, et ben du coup les textures, etc., c'est là où vient des troubles de l'oralité, où il y a des choses qui ne passent pas. Venant d'une professionnelle sage-femme qui est en train de se former sur ça, elle m'a apporté un truc en plus et que je trouve ça génial, c'est qu'en fait il y a aussi les papilles, c'est-à-dire que les papilles en fait si elles n'ont pas été désensibilisées, alors c'est pas le mot mais en gros elles n'ont pas été activées suffisamment, et ben le goût peut changer aussi. Donc potentiellement vos bébés, une fois qu'en fait ils ont eu la langue qui fait son boulot, etc., et ben il peut découvrir des goûts. Donc soit ne pas les aimer, soit finalement découvrir qu'en fait il adore ces trucs-là. Voilà, faut le savoir, le goût peut changer aussi, et on peut prendre plaisir ou découvrir qu'un truc en fait on n'aimait pas, mais ça peut être par exemple, c'était trop fade parce qu'on sentait pas le vrai goût de l'aliment. Ou c'était trop fort et on le supportait pas. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont très importants que je suis en train de découvrir. Mais voilà, c'est un parcours peut-être assez complexe. Mais le mieux, en fait, c'est vraiment de contacter donc ostéo, kiné, chiro, formé, oro, myofacial ou maxillofacial ou fonctionnel. Je crois qu'il y a maxillofonctionnel aussi. Ou voilà, il y a plusieurs appellations. Sur Doctolib, c'est surtout maxillofacial. Et réfléchissez aux red flags, c'est-à-dire que les personnes... si elle vous dit non mais c'est bon, il n'y a rien, alors que vous avez plein de soucis par rapport à ça, fuyez, prenez quelqu'un d'autre. Voilà. Vous pouvez aussi contacter Sleep Well Fed. Alors quand je dis Sleep Well Fed, c'est pas moi toute seule, hein, c'est mon équipe. Parce que du coup dedans, on a une infirmière, on a une ostéo qui est formée, on a aussi du coup une sage-femme, etc. qui est formée. Donc voilà, on n'est pas tout seul. On a aussi des collègues un peu partout à qui on peut demander et on peut vous orienter vers quelqu'un en fait qui va vous aider, que vous soyez adulte ou pas. Il faut savoir que souvent quand un bébé a quelque chose, ça peut venir d'un des parents, voire des deux. Donc voilà, mais on le sent pas tout de suite compte parce que en fait notre corps a compensé pendant tellement d'années que c'est pas aussi visible. Et je rappellerai un truc parce que c'est important, non, l'allaitement ne provoque pas de soucis. L'allaitement, en fait, met en exergue des soucis qui étaient déjà là, puisqu'en fait, quand on a des soucis OMF, peu importe lesquels, donc c'est pas forcément des freins, hein, ça peut être une petite bouche, un petit palais, ça peut être génétique, genre ils ont tous eu des petits palais dans la maison, dans la famille ou un truc comme ça. Et ça, en fait,
c'est dès la naissance. Enfin, c'est même avant la naissance, pardon. C'est dans le... Quand ils avalent, en fait, et qu'ils déglutissent et qu'ils tètent, en fait, dans le ventre, c'est déjà une mauvaise succion, potentiellement. Donc, quand ils naissent, c'est déjà là. Donc, en fait, l'allaitement ou les problèmes au biberon, etc., ou les problèmes de l'oralité, etc., en fait, ça met en exergue des choses qui étaient déjà là. Voilà. Donc, ne pas oublier que non, les problèmes de ce jour-là, ce n'est pas lié à l'allaitement directement, c'est juste qu'on le découvre plus tôt. Sachez aussi qu'il y en a, par exemple, qui n'ont aucune douleur au niveau du sein, et il y a quand même des problèmes. Mais on les comprend pas, et ça peut être des RGO, ça peut être un bébé qui est très tendu, ça peut être un bébé qui ne s'apaise pas. Voilà. Parce qu'en fait, la langue, en fait, quand elle va en haut, et ben en fait, alors j'ai plus les termes, hein, mais elle déclenche en fait un apaisement. Et du coup, imaginez un bébé ou un adulte qui n'a jamais eu d'apaisement parce que la langue, elle va pas au bon endroit. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ça peut avoir plein de conséquences, etc. Qu'on peut travailler. Rien n'est fichu. Il y a plein de choses qu'on peut faire après. Le mieux, c'est quand même de travailler avant que toutes les dents soient faites, parce que du coup, la mâchoire, là, elle est faite, et du coup, il va peut-être falloir plus de boulot à faire. Voilà, en fonction des personnes. Il y a l'hérédité qui intervient, etc. Donc voilà, c'est très, très important de se renseigner. Moi, je dis, malheureusement, si j'avais pas été dans le métier, j'aurais peut-être jamais su, et j'aurais continué à avoir des problèmes de dents et tout ça. Donc, en ce moment, ça va plutôt bien sur ce côté-là. C'est de mieux en mieux. Juste que ma langue, elle me gêne, parce que je le sens, en fait. Et pour vous dire, j'ai fait le lien. Alors, je trouve que c'est intéressant à savoir parce que ça, voilà, c'est un peu dingue. Je voulais absolument manger de la salade. Il m'avait dit les premiers jours, évite. Et je mange de la salade parce que j'adore ça. Et j'ai senti piquer, mais pas là. J'ai senti derrière, au niveau de la gorge. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, effectivement, le lien, le frein va très loin, potentiellement. Et que couper juste au bout, c'est superficiel, en fait. Alors bien sûr, quand c'est des bébés où il faut le faire absolument parce que sinon ils peuvent pas se nourrir, c'est encore autre chose. Mais c'est pas forcément nécessaire. Il faut d'abord vérifier si vraiment il y a un souci d'alimentation avant de couper. Parce que c'est pas parce qu'il y a un frein qui apparaît très visible que forcément le bébé va avoir des problèmes tout de suite. Voilà. Et qu'il faut une préparation en amont, donc c'est mieux que de le couper vite fait comme ça et de se dire tout ira bien. Voilà. C'est ce qu'on appelle les frénotomies. Et le mieux, c'est vraiment la préparation en amont, préparer, désensibiliser bébé, etc. en douceur et l'amener à une coupe s'il y a un besoin et la suite. Et voilà. Bon, ma mère n'y connaissait rien à l'époque, donc voilà, on l'a pas su. Mais voilà, on le découvre maintenant. Donc voilà, si ça peut aider certains, voilà, je suis désolée, c'est hyper long ce que je viens de faire. Donc prenez votre temps pour le regarder et n'hésitez pas à mettre des questions en dessous. Voilà. Et je vais faire un petit bout du coup en réel. Et je vous fais des bisous et à bientôt pour les futures vidéos.